Je vais vous présenter donc le docteur Lucille Cessé, bon, que beaucoup d'entre nous connaissent déjà, parce que c'est une grande amie de l'association. Elle est pneumologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny, et puis aussi elle est maître de plein de recherches sur l'exposome, dont fait partie la qualité de l'air, l'environnement, la pollution. Donc elle aura plein de données aussi sur les études qu'elle mène à nous partager. Et puis quelqu'un que vous connaissez pas encore, qui s'appelle Bruno Tudal, qui est un expert en qualité de l'air. Je le laisserai se présenter plus en détail tout à l'heure, parce qu'il a plein de rôles, plein d'activités. C'est un expert très actif sur la qualité de l'air sur la pollution. Et il a plusieurs cordes à son arc. Et il en a une autre. Il est ce qu'on appelle un CMEI, un conseiller médical en environnement intérieur. Donc, c'est quelque chose dont il nous parlera en détail tout à l'heure aussi. Euh, on va commencer donc par le docteur CC qui va nous expliquer l'impact en fait de la qualité de l'air sur les poumons en général, hein, et puis pour nous en tant que malades fibrose pulmonaire. Là, c'est plus important pour nous encore. Après, on va essayer de faire un truc un petit peu interactif. On passera la parole à Monsieur Tudal qui nous dressera un tableau de tous les risques extérieurs et intérieurs, hein. On a tendance parfois à sous-estimer les risques de pollution intérieure. Il va nous expliquer tout ça. Ensuite, je repasserai la parole au docteur Cessé qui nous parlera donc on passera sur une partie un petit peu plus pratique, sur toutes les précautions qu'il faut qu'on prenne. Et puis, on nous dira aussi là quelques mots sur les études qu'elle peut mener sur le sujet. Et puis, on gardera un bon moment ensuite avec Monsieur Tudal pour qu'il nous explique, ben voilà, qu'est-ce que c'est CMEI et surtout à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut faire appel à eux, quand et comment. Voilà. Je vais vous passer la parole, docteur CC, pour commencer. Si vous voulez partager quelque chose, vous pouvez le faire. Hop. Euh, et je ne vous entends pas encore. Merci. Vous Voilà. m'entendez? Est-ce que Oui. vous voyez aussi la présentation? C'est bon? Merci beaucoup. Merci pour cette très gentille introduction et puis aussi pour l'invitation donc sur ce sujet qui me tient à cœur et puis qui vraiment commence maintenant à avoir un intérêt aussi à l'échelle de la politique, des instances. C'est vraiment le nouveau tabac, la pollution de l'air. Et donc, c'est vraiment important que on s'y intéresse dans les maladies respiratoires notamment. Alors, je vais effectivement commencer sur cette première partie, pollution de l'air dans les maladies pulmonaires et et la fibrose pulmonaire, et pourquoi c'est important de s'y intéresser. Donc, l'atmosphère est composée vraiment de plusieurs milliers de composants chimiques qui interagissent entre eux, qui réagissent aussi avec le rayonnement solaire. Et donc, il y a des polluants qui sont émis directement dans l'atmosphère et d'autres qui sont créés plus secondairement suite à des interactions entre eux. Et ceux qu'on a identifiés principalement comme ayant un impact sur la santé sont les polluants gazeux ici, donc avec l'ozone, le dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles, le CO, le CO2. Et puis les polluants particuliers PM10, PM2,5, PM01, ultra fines, qui eux sont pas tant définis par leur nature, mais plutôt par leur taille. C'est une association de particules liquides et solides et qui, eux, en dessous de 2,5, vont vraiment pénétrer profondément dans les voies aériennes et avoir des effets aussi sanitaires vraiment marqués. Euh, et donc qu'on surveille, et malheureusement aujourd'hui, on ne surveille pas les particules ultra fines, les PM01, mais qui ont potentiellement également beaucoup d'impact. Donc voilà, vous voyez à quel point elles peuvent atteindre les alvéoles, en particulier les PM2,5, mais déjà les PM, les ultrafilms, mais déjà les PM2,5 peuvent aller très profondément dans les voies aériennes. Donc la particularité de la pollution, c'est qu'elle n'a pas de frontières et les PM2,5 sont des polluants qui restent longtemps en suspension
et qui peuvent traverser des grandes distances. Donc, on subit la pollution de nos voisins et la nôtre. Et donc, la pollution aux particules fines PM2,5 à l'échelle mondiale, on est sur un niveau voilà, autour de 46 microgrammes par mètre cube, sachant que l'OMS recommande d'être inférieur à 5 microgrammes par mètre cube en moyenne par an. Et donc, on comprend que 99% de la population de la planète est au-dessus des seuils recommandés par l'OMS et probablement des seuils excessifs. Et dans toute la littérature, c'est quand même ce polluant qui est le plus associé à des effets délétères en termes de santé respiratoire, cardiovasculaire également. Et donc, on sait maintenant que cette pollution de l'air, elle est attribuable, elle est responsable de 7 millions de décès par an à l'échelle mondiale. Comment on sait ça? On sait ça grâce maintenant aux satellites, parce que les stations de qualité qui mesurent la qualité de l'air, ça concerne les pays développés, mais les pays en voie de développement n'ont pas ces stations de mesure de qualité de l'air. Et puis donc depuis quelques années, les satellites nous permettent d'estimer la qualité de l'air par des calculs avec le rayonnement solaire. Et donc, on a une idée du niveau d'exposition, même dans les pays développés, et donc à l'échelle mondiale. Donc, ça se répartit avec des effets en partie respiratoires, et puis une bonne partie d'effets aussi cardiovasculaires, infarctus, AVC, et donc des effets sur toute la population. Donc, il y a un rapport global sur les effets sanitaires des agents extérieurs. Donc, la pollution en général, qui comprend la pollution chimique, la pollution de l'air, c'est les agents numéro un. Donc ça, c'est un papier des années 2017 qui disait que le tabac était encore plus néfaste que la pollution, suite à un rapport très récent qui a été émis il y a une quinzaine de jours aux États-Unis. Maintenant, on considère que la pollution de l'air fait autant de dégâts, si ce n'est plus que le tabac. Donc voilà, ça je vous en ai dit un mot. On a plusieurs outils qui nous permettent finalement d'étudier les effets de la pollution sur la santé de différentes manières, à différentes échelles. Et donc ça va des satellites où c'est quand même très peu précis. On va dire dans cette zone géographique, il y a à peu près cette pollution. La zone peut être un gros territoire. Des stations de qualité de l'air qui sont plus précises, mais néanmoins qui ne couvrent pas tout le territoire, notamment pas mal de zones rurales. Et puis maintenant, sont en train d'être développés, mais c'est encore au stade de la recherche, des capteurs de pollution portables qui vous donnent votre exposition individuelle à la pollution. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui nous manque pour avoir des réponses plus fines sur le niveau d'exposition de la population générale. Donc on subit tous les méfaits de la pollution, mais il y a des populations plus vulnérables, donc qui vont avoir des effets plus importants. Donc ça se produit dès la vie in utero. Les femmes enceintes peuvent être, du fait qu'elles sont enceintes, plus susceptibles aux méfaits de la pollution sur certains événements de santé, comme des grossesses pathologiques ou des accouchements prématurés. Les enfants en bas âge également, sur le risque de développer des maladies respiratoires, on va le voir. Des sujets qui présentent des maladies chroniques cardiovasculaires et respiratoires également. Et puis les personnes âgées. Donc, ensuite, qu'est-ce qui a été associé comme la pollution est responsable de la survenue d'une maladie? Parce que la pollution va avoir un effet sur l'évolution des maladies respiratoires ou des maladies cardiovasculaires, va favoriser les poussées, les exacerbations d'asthme, comme on dit, ou de bronchite chronique, va favoriser l'infarctus. Mais est-ce que la pollution est à l'origine de ces maladies? Il y a vraiment beaucoup de littérature maintenant épidémiologique qui tient compte du fait d'autres facteurs confondants, comme le fait qu'un sujet puisse fumer et un travail avec des expositions. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que la pollution favorise le cancer du poumon, qu'on soit fumeur ou non-fumeur, et de manière plus marquée chez les non-fumeurs, qu'il va limiter la croissance pulmonaire. Vous savez que le poumon et la capacité pulmonaire va grandir jusqu'à l'âge de 30 ans, et que cette croissance, quand un enfant vit dans une ville polluée, cette croissance va être plus limitée. Et va accélérer aussi la décroissance de la fonction pulmonaire qui est physiologique après l'âge de 30 ans.
Et puis va favoriser donc la mortalité pour cause respiratoire et les exacerbations. Euh, mais donc des événements aigus cardiovasculaires également comme les arythmies, les infarctus, les AVC, beaucoup de données maintenant sur les AVC, des éléments nouveaux sur les maladies neurodégénératives, toute la filière gynécologique, comme je vous disais, les décès prématurés, et puis certaines maladies auto-immunes, il commence à y avoir de plus en plus de littérature. Donc voilà quelques informations donc, sur la fonction respiratoire de l'enfant. Cette étude, elle est intéressante. C'était à Los Angeles. Ils ont regardé l'évolution de la fonction respiratoire dans une première cohorte. Et puis après, il y a eu des mesures drastiques qui ont été imposées dans cette ville de Los Angeles où une bonne partie du parc automobile est passée à l'électrique. Il y a eu une nette amélioration de la qualité de l'air. Et donc, ils ont refait les mêmes mesures sur une nouvelle population d'enfants, mais qui avait à peu près le même âge. Et donc, la proportion d'enfants qui avaient des volumes pulmonaires, on va dire, inférieurs à leurs normes attendues, cette proportion d'enfants anormaux, on va dire, dans leur capacité pulmonaire, était beaucoup plus importante chez les enfants qui étaient dans la ville polluée. Et cette proportion avait vraiment réduit quand la ville s'était assainie. Voilà, donc dans la bronchite chronique, même si les patients ont avant tout une BPCO à cause du tabac, en réalité, et maintenant on a vraiment des méga cohortes, notamment à Londres, où on tient compte de la génétique, on tient compte de tous les facteurs confondants du métier. On est sur des cohortes qui comptent un demi-million de sujets. Maintenant, on a pu montrer que même la survenue de la BPCO, donc le tabac la pollution est un facteur de risque de BPCO. Ça avait été bien montré dans les pays en voie de développement où vous savez les femmes cuisinent au feu de bois pour la nourriture et donc se sont exposées à la fumée. Et donc là, il y avait beaucoup de BPCO chez des femmes non fumeuses dans les pays en voie de développement. C'était vraiment lié à la pollution intérieure et à la combustion de ce qu'on appelle la biomasse, donc le bois. Mais on ne savait pas si la BPCO dans nos pays développés, chez des patients fumeurs, pouvait être aussi liée à la pollution. Et ça, maintenant, depuis quelques années, grâce à ces méga cohortes, on voit que voilà, à Londres notamment, les sujets qui vivent dans des villes plus polluées, et ben même s'ils sont fumeurs, le fait d'être plus pollué à la pollution va favoriser la survenue de la BPCO et puis après, toute son évolution, c'est-à-dire les exacerbations et les hospitalisations pour pousser de BPCO. Pour l'asthme, la pollution et asthme chez l'adulte, on n'a pas de données très claires. Par contre, pollution et asthme chez l'enfant, c'est assez clair. Et puis la pollution va aussi favoriser notre système immunitaire à se sensibiliser aux différents pollens. Donc la pollution de l'air et en particulier aux particules va favoriser l'augmentation de la prévalence des allergies. Et l'allergie est une cause de maladie asthmatique. Donc pollution, cancer, je vous en ai dit un mot. Donc c'est bien associé dans la survenue du tabac chez les fumeurs. Et maintenant, très récemment, on sait aussi comment la pollution favorise le cancer chez les non-fumeurs par un mécanisme inflammatoire. Il y a eu des modèles expérimentaux qui ont été faits. Donc on a une cause en tout cas chez les sujets non-fumeurs. Et là, on a de nouveaux éléments qui sont très intéressants à prendre en compte dans la dimension d'être malade, d'avoir une maladie chronique, c'est l'interaction pollution-infection. Donc, on savait déjà que la pollution, notamment au feu de bois, à la fumée, à la cuisine au feu de bois, favorisait les pneumonies. Dans cette étude, il l'avait fait et il avait montré chez les enfants de ces femmes qui cuisinent au feu de bois. Et quand ils avaient mis une cheminée, enfin une possibilité d'évacuer la fumée, il y avait eu moins de pneumonie chez les enfants vivant dans le même foyer. Donc ça avait montré le lien entre pollution et infection respiratoire pulmonaire. Et puis là, donc très récemment, grâce au Covid, on a compris plein de choses entre pollution et infection et épidémie respiratoire, même avec l'épidémie de bronchiolite. Donc il y a un lien entre niveau d'exposition chronique de pollution de fond à la pollution et sévérité de l'infection respiratoire. Il y a eu des corrélations entre la mortalité et le niveau d'exposition aux particules fines, ça partout en Europe. Et donc, par quel mécanisme? Probablement la pollution, euh, l'imprégnation chronique à la pollution fait qu'on a moins de défense vis-à-vis des virus et puis va favoriser la dispersion du virus une fois qu'il est contracté au niveau de l'organisme. Donc, en ce qui concerne maintenant plus la fibrose pulmonaire, le fonctionnement de pourquoi la fibrose se produit,
on ne la connaît pas encore bien, le mécanisme, ce qu'on appelle physiopathologique. On suppose que c'est une réparation aberrante du poumon face à des agressions répétées, des agressions environnementales. a perdu votre son, ici. Ah, vous m'entendez? Bon, c'est bon, C'est c'est bon. revenu. Ça s'est éteint, c'est Ouais. surprenant. Voilà. Donc je vous disais, donc, suite à des agressions de diverses origines dans l'air, donc les polluants professionnels, le tabac, toute forme d'empoussiérage ou des agents organiques, viraux, fongiques, euh, qui constituent des agressions répétées, il y a une réparation aberrante du poumon. Et cette réparation aberrante, est favorisée par le vieillissement et aussi par une prédisposition génétique puisque voilà, dans les maladies rares, le poids de la génétique est toujours important. Et donc, on le mettait en avant dans ces dernières années dans la compréhension de la maladie, mais aujourd'hui, on revient sur le fait qu'il y a vraiment une interaction gène-environnement dans la plupart des maladies fréquentes, mais aussi dans les maladies rares. Euh, et, et simplement dans la fibrose pulmonaire idiopathique, on l'a dit idiopathique, néanmoins, on sait qu'elle est associée à plusieurs facteurs, avant tout le tabac, mais on retrouve en réalité plusieurs expositions dans l'historique des patients et la pollution a fait l'objet de l'intérêt de notre équipe et de plusieurs autres équipes. Ici, vous avez certaines donc grand drapeau de l'évolution, mais avec l'incidence de la maladie où on a plus d'éléments, les exacerbations aiguës, et puis la progression et le décès liés aux particules, comme ça l'a été montré aussi dans la population générale. Donc, incidence d'une maladie rare et facteur environnemental, c'est très compliqué à montrer. Et ça a pu être montré grâce à cette méga cohorte dont je vous parlais en Angleterre, où ils ont un demi-million de sujets. Là, ils peuvent étudier les maladies rares et donc par rapport à la population qui ne présente pas la maladie rare et étudier les facteurs environnementaux, tout en tenant compte des facteurs fréquents comme le tabac, la profession, le niveau socio-économique qui est très lié à la pollution. Et donc cette première cohorte qui était la seule en fait au monde qui pouvait montrer ça et qui en plus avait la génétique pour tous les sujets de la cohorte, elle a pu tenir compte du risque génétique que présentaient les sujets à développer une fibrose et le risque de pollution. Et donc, ils ont montré que les gens plus exposés à la pollution avaient plus de risques de développer la fibrose pulmonaire idiopathique et que cette interaction, quand elle s'associait au risque génétique, elle augmentait de 3 le risque de développer la maladie. Donc ça, c'était aussi une étude qui date de cette année, de l'année dernière, et qui nous a permis une vraie avancée. Donc maintenant, on sait que la pollution est à l'origine de la survenue de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, c'est des données quand même pas très précises, donc probablement ça peut concerner d'autres fibroses pulmonaires. En 2014, c'est la toute première étude qui a regardé les effets des pics de pollution sur les exacerbations de fibrose et qui a trouvé des associations entre pics d'ozone et pics de dioxyde d'azote comme pouvant favoriser les poussées d'exacerbation. Nous avons fait le même travail en France grâce à une cohorte de patients qui ont participé, qui était la cohorte COFI. On a retrouvé les mêmes associations avec les exacerbations, cette fois nous en bénéficiant des données des stations de qualité de l'air. Et donc on a retrouvé donc des liens entre pic d'ozone et exacerbation de fibrose. Et puis les patients qui étaient décédés au cours du suivi dans notre cohorte, c'était un suivi très prolongé de plusieurs années. À l'époque, il n'y avait pas de traitement antifibrosant disponible. Euh, les patients qui étaient décédés avaient été exposés de manière chronique à des niveaux plus élevés de particules PM10 et particules fines. Et à l'époque, les sujets étaient très exposés enfin, à des niveaux très élevés de particules et la qualité de l'air depuis 2010 en particulier au niveau des particules a quand même diminué.
Et donc après, il y a eu, après notre étude, dont nous étions les seconds, après l'équipe américaine, il y a eu vraiment plusieurs autres équipes qui se sont intéressées à ce sujet et qui confortent ces résultats. Donc avec un effet sur la naissance de la maladie et sur son évolution. Il y a une seule étude qui a essayé de reproduire ces résultats euh, au niveau d'un modèle expérimental de souris et qui confirme que l'exposition au PM, aux particules fines, va favoriser l'inflammation et l'expression de gènes associés à la fibrose et à l'immunité. Et donc, il existe des rationnels parce qu'on sait par d'autres mécanismes de la pollution que les effets de la pollution au niveau cellulaire peuvent avoir des effets qui ont déjà été décrits dans le fonctionnement ou dans la naissance de la fibrose pulmonaire. Donc, ça, c'est une petite synthèse de cette première partie. Dans les maladies respiratoires, c'est important de le savoir, la pollution réduit la fonction respiratoire, favorise les exacerbations donc des maladies bronchiques, mais également des maladies interstitielles, l'incidence de l'asthme chez l'enfant et puis la mortalité toute cause et de cause respiratoire, que principalement le NO2 semble favoriser l'incidence de la maladie avec une part attribuable au sein de ces causes ces non-causes de fibrose, mais une part attribuable de 13% dans l'incidence des maladies de la FPI, que c'est plutôt les particules qui semblent avoir un effet sur la progression, l'accélération de la maladie, et que pour les exacerbations, les deux seules études qui retrouvent des associations sont concordantes vis-à-vis de l'ozone. Et puis vis-à-vis de la pollution intérieure, aujourd'hui, on n'a pas de données. Voilà, j'ai terminé pour cette première partie. Merci, docteur Cessé. Je vais passer la parole à Monsieur Tudal. Je vais vous laisser, Monsieur Tudal, vous peut-être vous représenter un peu plus en détail que j'ai pu le faire tout à l'heure. Et puis, ce serait intéressant si vous pouvez compléter les propos du docteur Cessé en nous expliquant, en nous dressant peut-être un tableau des risques. Pollution reste un mot très large. Je sais que vous pouvez nous parler aussi de tous autres types de risques, particulièrement à l'intérieur aussi et à l'extérieur, hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette invitation et bravo au docteur CC pour cette présentation qui était très complète et très intéressante. Moi, j'ai appris des choses hein, parce que je suis pas du tout spécialiste des fibroses. Je m'intéresse à l'impact de la qualité de l'air sur la santé en général, mais j'ai vraiment appris des choses là sur les dernières recherches et ça sera très intéressant pour mon travail justement avec les patients que je vais vous présenter. Donc rapidement, moi je suis associé co-gérant de l'entreprise Biodivers Santé France qui est basée à Bordeaux. Donc on fait du conseil en santé environnementale et spécialisé dans la qualité de l'air intérieur. Et donc je suis également conseiller médical en environnement intérieur ou CMEI. Et notre but c'est d'aider les patients et les médecins à prévenir les risques allergiques par la réduction de l'exposition aux polluants et allergènes dans une démarche globale. Donc, typiquement, on fait une visite à domicile. On peut aussi intervenir au travail ou à l'école, mais généralement, c'est plutôt au domicile avec une enquête, des prélèvements et des analyses, des conseils et des préconisations et un suivi. J'y reviendrai après. Et on fonctionne avec des échanges par réseaux régionaux et un réseau national. Donc, vous avez l'association des CMEI de France, cmei-france.fr, sur laquelle vous avez toutes les informations et vous pouvez aussi trouver les coordonnées du conseiller de votre secteur, du ou des conseillers. C'est parfois assez compliqué pour nous faire intervenir puisqu'on ne fonctionne pas partout de la même façon, mais voilà, vous avez certainement un interlocuteur qui peut vous aider. Donc pour ma part, j'ai participé à différents ouvrages collectifs autour des questions de qualité de l'air, d'impact sur la santé. Notamment, je citerai juste la qualité de l'air intérieur pour les nuls, où j'ai notamment écrit un chapitre qui explique ce métier de CMEI, comment ça fonctionne et comment on peut faire appel à nous. Et puis bon, voilà, j'interviens aussi à différentes occasions pour faire connaître ce métier-là et faire valoir aussi
notre travail, à la fois dans la sphère, on va dire, politique, dans les médias, dans le domaine du bâtiment, etc. Euh, alors, tout d'abord, j'aurais rappelé une notion de risque, la notion de risque qui est très importante pour nous, parce que c'est quelque chose qui est assez flou, hein, généralement, dans l'esprit de chacun, mais qui est très importante à comprendre pour comprendre notre métier. Au départ, on va avoir un danger, en l'occurrence une substance ou un organisme, quand on parle voilà, de pollution ou d'allergène, et on va avoir un contact rendu possible par une exposition, et donc notamment l'exposition respiratoire, l'inhalation. Ensuite, pour terminer, on aura un impact sur l'organisme qui va dépendre de la sensibilité individuelle, et qui donc dépendra du niveau d'exposition et qui aura une conséquence directe ou indirecte en fonction de chacun, selon si on est un homme, une femme, notre âge, si on est en bonne santé ou pas, etc. Et donc, en fait, le risque, c'est la probabilité que ce danger ait un impact sur l'organisme. C'est un ensemble. Et c'est important de comprendre ce mécanisme parce que euh, on va agir différemment selon qu'on agit sur le danger, sur l'exposition ou sur l'impact. Généralement, les médecins sont appelés pour intervenir sur l'impact, sur l'organisme, pour essayer de réduire les symptômes ou d'agir un petit peu en prévention voilà, pour empêcher le développement de pathologies chroniques, par exemple. Mais nous, on va plutôt agir en amont, justement, pour essayer de réduire les sources de pollution, donc le danger, voire l'exposition. Ensuite, pour revenir sur la composition de l'air, c'est des choses qu'on a tous appris à l'école, mais qu'on n'a pas forcément gardé en tête. On sait que l'air, c'est à peu près 78% d'azote, 20%, 20 ou 21% d'oxygène, un petit peu de CO2 et de la vapeur d'eau variable selon les conditions dans lesquelles on se trouve. Et il reste 1% de gaz rares et autres composés. Et en fait, c'est ce 1% de gaz rares et autres composés qui va nous intéresser particulièrement, et dans lesquels on va retrouver, donc, comme on l'a vu précédemment, des composés chimiques, physiques, microbiologiques. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on va retrouver ce qui va causer des problèmes sur la santé et qu'on va pouvoir identifier pour évaluer les risques. Donc voilà, si ça représente que 1%, c'est ces autres composés qui peuvent avoir des graves conséquences sur la santé. Rapidement, les chiffres de la qualité de l'air intérieur. Donc, on sait aujourd'hui que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, qu'on passe 90% à peu près de notre temps dans des lieux qui sont clos. Donc, ça peut être le logement, l'école ou le travail, les transports, les activités diverses. Et on a donc 30% de la population qui souffre d'allergies, avec une prévision à 50% en 2050 et 100% en 2100. Ce qui pose quand même pas mal de questions. Euh, et voilà, pour donner une idée, une famille de 4 personnes aujourd'hui produit en moyenne 12 litres d'eau par jour, entre la vapeur d'eau qu'on dégage en respirant, la douche, la vaisselle, la lessive, etc. Différentes activités. Donc ça fait à peu près 3 litres par personne d'eau qui sont émises dans les logements qu'il faut évacuer si on ne veut pas avoir de l'humidité, des moisissures et des problèmes respiratoires. Euh, Ce qu'on répète aussi pas forcément assez souvent, c'est qu'un adulte respire moins d'air qu'un enfant. 12 000 litres d'air plutôt par jour pour un adulte et 15 000 litres pour un enfant. Ce qui fait que on se rend compte que les enfants sont finalement exposés à plus de quantité de polluants que nous, par ce biais-là.
Et le coût socio-économique pour la France de la mauvaise qualité de l'air intérieur est chiffré aujourd'hui à au moins 19 milliards d'euros par an. Ça, c'est ce qui a été prouvé. On sait que c'est certainement largement plus, mais aujourd'hui, ce sont les chiffres officiels. Et on sait que bah, si on agissait en prévention, ça permettrait de réduire ces coûts. Donc, ils sont essentiellement liés à l'asthme, à la fois sur les traitements et les hospitalisations. Et on retrouve du formaldéhyde dans 100% des logements. Donc, le formaldéhyde, c'est considéré aujourd'hui comme le polluant numéro un de l'air intérieur. C'est tout simplement la forme gazeuse du formol, hein, et qu'on va retrouver à la fois dans les peintures, dans les produits d'entretien, dans le mobilier, dans les cols pour le bois, les vernis, etc. Et donc, même si c'est en concentration très variable, on en a partout dans tous les logements. Et ce formaldéhyde est à la fois irritant, allergisant et cancérigène, et va augmenter aussi les risques enfin, le développement, pardon, de la sensibilité aux allergies déjà existantes. Donc, c'est un véritable problème et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le surveille de plus près dans les écoles, par exemple. Euh, pour arriver aux sources donc de pollution dans les bâtiments et en extérieur, en extérieur, on en a déjà parlé. Donc, on a les gaz d'échappement, les activités industrielles ou agricoles, le chauffage au bois non performant. Ça, c'est un gros problème actuellement, hein. En France, le chauffage au bois est la principale source d'émissions de particules fines en France en hiver, hein. C'est vraiment très problématique, surtout dans les grosses agglomérations. Bon, et les pollens, évidemment, même si c'est pas le même, c'est pas le même problème. Ce dont on parle pas forcément beaucoup non plus, c'est au niveau du sol, les émanations naturelles avec le radon. Le radon, c'est un gaz radioactif, en fait, qui se dégage dans les sols granitiques. Donc, voilà, selon les zones géographiques où on se situe, on peut en avoir plus ou moins. En Bretagne, il y en a beaucoup, par exemple. Mais voilà, après, ça dépend de votre région. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez bien connu, mais pas forcément toujours surveillé. Euh, voilà, et puis après, dans la maison, je ne vais pas faire le détail de tout, mais selon les pièces, on va être exposé à, à différents types de polluants qui vont qui vont être relargués en fait des matériaux du bâtiment ou du mobilier, qui vont être liés aussi à nos habitudes de vie. Si on a l'habitude de mettre des bougies, par exemple, du parfum intérieur, bon, le tabac, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Euh, et de façon générale, on va dire l'odeur de neuf, tout ce qui est la combustion, les parfums, etc. En fait, tout ça, ça va être des polluants qui vont être émis dans les bâtiments et notamment dans les logements et bah, qu'il va falloir évacuer, sinon ils vont s'accumuler dans les bâtiments et on va respirer des concentrations bah, euh, trop importantes qui vont avoir des effets délétères. Donc à retenir, à l'extérieur, on a le sol et l'air, et à l'intérieur, on a les activités humaines, les produits de construction et de décoration, les produits d'entretien, les produits d'hygiène corporelle, le mobilier et les équipements comme le chauffage, par exemple. Ou l'aspirateur, on n'a pas parlé d'aspirateur, qui a tendance à remettre en suspension les poussières les plus fines, qui garde les poussières les plus grosses, mais qui remet en suspension les poussières les plus fines. Et enfin, ça peut aussi poser des problèmes, comme on l'a vu par rapport à la taille des particules. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Si Bruno, je vais repasser la parole avant que vous nous parliez un peu plus du CMEI ensuite. Pour passer la parole au docteur CC, Lucille, euh, avec tout ce que vient de nous présenter Bruno. En tant que pneumologue, voilà, qu'est-ce que vous pouvez vous nous dire par rapport à, ben, je dirais, là, on va un petit peu plus loin que la population générale. Nous, on a déjà des poumons qui sont déjà malades.
qui ont déjà été agressés et qui, a priori, je pense, faut qu'on évite toute agression supplémentaire. Donc, quels sont les conseils que vous, en tant que pneumologue, vous pouvez nous donner en tant que patient, mais aussi, je pense beaucoup aux aidants, effectivement, qui vivent avec nous au quotidien, toutes nos familles. Mm. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est un point très important pour lequel on est de plus en plus sollicité, nous, pneumologues, et on peine un petit peu à répondre correctement. On manque de documents, et donc on y travaille. On est en train de constituer un groupe au niveau de la Société française de pneumologie. Je vais vous en dire un mot. Donc voilà, là, c'est les éléments que je peux vous donner à partir de ce qu'on fait nous en pratique, mais ça nécessitera vraiment d'être appuyé, validé et mis en pratique, chose qu'on n'a pas encore fait pour prouver l'efficacité, en tout cas, de ces mesures. Euh, En termes de précaution, au moins, Victor, oui, c'est ça. CC, Non, non, en bien même temps, sûr. c'est pas prouvé, quoi. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Non, non, mais puis c'est du bon sens. Ce que je veux dire simplement, c'est que, voilà, disons que par exemple, pour arrêter le tabac, on a les tabacologues, ils ont un véritable savoir, il y a toute une littérature et derrière, il y a des actions qui sont faites. Aujourd'hui, on est un petit peu au début de nos actions, en tout cas vis-à-vis de la pollution en tant que soignant. Donc, je vais découper les quatre points. Donc, l'air extérieur, quoi faire en cas de pic, en cas de feu de forêt, parce que maintenant, je pense que c'est le changement climatique donc il y a plusieurs effets au changement climatique. À notre échelle en France, je pense que l'effet de la présence des feux de forêt est peut-être quelque chose à prendre en compte et vous allez voir sous quels aspects. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de la pollution chronique de l'air, toujours de fond, et puis vis-à-vis de la pollution intérieure. Donc, déjà, la première chose qui me semble importante, et je pense que vous le faites déjà, c'est de s'informer régulièrement de la qualité de l'air, un peu comme on s'informe de la météo. C'est quelque chose qui, voilà, s'intègre maintenant sur la plupart des téléphones, des smartphones. Il y a maintenant beaucoup d'informations au niveau du journal, de la radio sur la qualité de l'air. Et je pense que voilà, en tant que soignant, nous, on doit vous sensibiliser à l'importance de savoir la qualité de l'air. Et donc, de plus en plus, il y a des prévisions qui sont réalisées et qui permettent d'anticiper certains comportements vis-à-vis voilà, si vous aviez prévu des activités intenses ou des déplacements intenses dans des moments où il va y avoir un pic prolongé de pollution, des choses qui peuvent éventuellement se différer. On attend beaucoup des capteurs de pollution portables, mais comme je vous le disais, aujourd'hui, il y en a qui sont commercialisés. On ne connaît pas bien, vraiment pas bien leur fiabilité. Donc aujourd'hui, nous, soignants, on n'en préconise pas. On l'utilise à des fins de recherche. Mais ça, on aimerait beaucoup qu'un jour, ça soit développé, qu'on puisse connaître son exposition individuelle et donc on ait des informations à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce qu'en réalité, le niveau de pollution dans une ville peut changer très très vite d'une rue à une autre au sein même d'un bâtiment, en fonction de l'étage auquel on vit, cette pollution peut changer. La pollution de l'air extérieur est bien sûr très corrélée à la pollution intérieure, donc on perçoit celle de l'extérieur. Voilà, donc quand même, il y a des astuces vis-à-vis et des comportements qu'on peut adopter au sein de sa propre ville. Donc quand on s'informe et on sait que le seuil d'information, le seuil d'alerte vis-à-vis de la pollution est atteint, voilà les comportements qui doivent être préconisés. Donc, seuil d'information, normalement, c'est un seuil de dépassement de la pollution qui induit des conseils, des recommandations et qui sont différentes entre le seuil d'information et le seuil d'alerte pour les sujets qui ne présentent pas de maladie chronique. Mais en réalité, pour les patients, en fait, dès que le seuil d'information est atteint, et ça, on le voit aussi sur les autoroutes ou autres, les conseils sont les mêmes. Donc, d'abord, éviter donc les activités physiques, sportives intenses, autant en plein air qu'en intérieur, comme je vous disais, puisque la pollution est corrélée. Donc, plutôt, voilà, ralentir son activité physique, si possible. Donc, on parle là vraiment de pic, hein, en dehors de ces moments-là, il faut bien sûr maintenir une activité physique régulière. Et donc, en cas de pic,
on préconise aussi d'éviter de sortir de son domicile, en gros sur les heures de pointe, le matin où toutes les voitures sont sorties et le soir au retour du travail. Voilà, autant que c'est possible si par contre vous travaillez, mais ça l'est forcément plus difficile. Et puis il y a aussi des axes routiers qui sont quand même moins utilisés par les voitures et qui peuvent permettre quand même de moins s'exposer sur un temps de trajet. Par contre, s'il s'agit d'un pic d'ozone et pas de particules ou de NO2, là, la période d'ensoleillement dans la journée va augmenter le niveau d'ozone, dans l'après-midi en particulier. Et donc, l'autre dimension, bien sûr, à connaître et à savoir, c'est que après un pic de pollution, quand on présente une fibrose, dans le mois qui précède, qui suit, il se peut qu'il y ait une majoration des symptômes respiratoires et donc il faut être à l'écoute voilà, de ces symptômes et donc éventuellement contacter son médecin, son pneumologue référent. Alors, face au pic de pollution, ça n'a pas été prouvé, enfin en tout cas les rapports de l'ANSES vis-à-vis du masque chirurgical ou n'ont pas aujourd'hui suffisamment d'éléments pour se prononcer. Il n'empêche que, comme vis-à-vis du Covid, je pense que le port du masque peut être quand même un outil intéressant. On ne peut pas garantir de son efficacité. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit délétère de l'utiliser en période de pic. Et en particulier en cas de feu de forêt ou d'être à proximité donc de ces feux, ce qui pourrait arriver en France. Et donc tout de suite s'extraire de l'exposition dès que possible. Le port du masque peut être intéressant. Et c'est là aussi, et c'est un peu pareil pour les pics de pollution, je pense que maintenant qu'on a compris avec l'interaction pollution et Covid, il y a vraiment un lien entre pollution et infection. Et que donc, après une grosse exposition à la pollution, on est plus vulnérable face aux infections respiratoires. Donc éviter, comme vous le faites déjà, mais le contact avec toute personne qui serait malade, les enfants en bas âge. Et puis, importance de la prévention avec la vaccination. Pour ce qui est de la pollution de fond, la pollution auquel on est exposé tous les jours, alors, donc, comme je vous le disais, 99% de la population est exposée à des niveaux trop élevés de pollution. Bon, néanmoins, on comprend bien qu'à Paris, on est quand même un peu plus exposé que certaines villes qui sont où il y a moins d'autoroutes qui traversent la ville. Et donc, dans la mesure du possible de pouvoir effectuer des séjours, si l'on peut, où la qualité de l'air est meilleure, je pense que c'est aussi des choses intéressantes. Après, il faut qu'on puisse garder son suivi dans un centre de référence et de compétences de maladies pulmonaires rares, et ça c'est souvent quand même dans les grosses villes. Donc voilà, aujourd'hui, on ne préconise pas de déménagement, et je pense que néanmoins, d'avoir la possibilité d'avoir des séjours réguliers dans des endroits où la qualité de l'air est meilleure, c'est quelque chose qui est quand même plutôt à encourager. Toujours se protéger des virus avec donc la grippe, ça, chaque année, c'est vraiment très très important, en particulier pour les exacerbations. Le Covid, bien sûr. Le pneumocoque qui va bientôt changer, le pneumo 23, on va passer à un nouveau vaccin qui tient compte de certains sérotypes qui étaient plus virulents et pas compris dans le pneumo 23. Et puis la vaccination VRS, donc de la bronchiolite pour les enfants, mais qui va être aussi proposée aux adultes de plus de 60 ans. Et donc tout ça, on a de plus en plus d'armes vis-à-vis des virus, et puis le port du masque, bien sûr, dans les lieux très, très fréquentés. Et puis après, il y a une autre action qu'on est en train de mener, qui est de communiquer vis-à-vis du grand public et des politiques, médecins, patients, aidants, pour appuyer, pour accélérer les mesures qui permettraient d'améliorer la qualité de l'air dans les villes où nous vivons, parce que c'est possible et c'est nécessaire. Et donc, c'est la mission qui m'a été demandée par le président de la SPLF
donc de créer une mission interdisciplinaire axée vraiment pollution-climat, parce qu'on s'est rendu compte que les pneumologues sont à l'aise pour parler des méfaits du tabac, que ce soit vis-à-vis des médias ou que ce soit en consultation avec leurs patients. Ils sont moins à l'aise pour communiquer sur les méfaits de la pollution et du changement climatique. Et pour ça, c'est parce qu'on manque d'outils, de documents, que c'est des études qui ont été souvent menées par des épidémiologistes et plus rarement par des médecins. Et donc, nous avons constitué un groupe de toxicologues, épidémiologistes, pneumologues, pédiatres, tous autour de cette question pour apprendre à communiquer dans les médias sur ces questions-là, créer des documents simples et compréhensifs euh, pour que les pneumologues soient à l'aise pour parler de ce sujet auprès des patients, et puis pour qu'on puisse communiquer au nom de la SPLF et de la Fondation du Souffle, qui est notre fondation qui soutient la recherche, entre autres. Et puis pour que voilà, on soit plus à l'aise aussi, qu'il y ait des travaux de recherche sur justement quelles sont les mesures efficaces pour nos patients pour se protéger de la pollution. Et maintenant, la pollution intérieure, on a beaucoup de données dans les autres maladies respiratoires, on n'a aucune donnée dans les fibroses pulmonaires. Je dis souvent idiopathique, mais dans toutes les fibroses en général. Les sources de pollution, mon collègue vous en a déjà dit un mot. Effectivement, la combustion, donc le bois, quand il y a une insert, quand un poêle à bois est présent et qu'il n'y a pas de fuite, c'est probablement peu nocif. Néanmoins, à foyer ouvert, ça émet vraiment beaucoup de particules et autres composés organiques volatiles, et on suppose que c'est quand même une source vraiment délétère sur la santé. Que faut-il penser des purificateurs d'air? Donc, de nouveau, l'ANSES, donc je ne vous ai pas précisé, mais c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, environnement, travail, a fait un état des lieux. Elle peut pas se prononcer sur l'efficacité de ces dispositifs. Néanmoins, il y a eu une étude qui a été présentée dans la bronchite chronique, la BPCO. Ils avaient utilisé donc un purificateur d'air et un purificateur, enfin c'était juste donc, versus placebo, c'est-à-dire un purificateur d'air qui fait juste du bruit mais qui purifie rien du tout. Et puis ils ont regardé les symptômes des patients dans les jours qui suivaient, ainsi que les exacerbations. Et il semblait montrer que le purificateur d'air avait permis une diminution des symptômes de la BPCO par rapport aux patients qui n'avaient pas le bon dispositif. Donc, voilà, la recherche avance sur ces dispositifs. On en saura peut-être plus bientôt. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit, nous, à nos patients qui présentent une fibrose pulmonaire? Il faut donc limiter toute forme, éviter même toute forme de combustion, surtout les encens, voilà, les feux. S'absenter du logement et de manière prolongée si possible en cas de gros travaux ou de peintures qui émettent aussi vraiment plusieurs sources de pollution, même les peintures qui se disent les moins polluantes. Euh, Éviter et vraiment l'activité de bricolage qui génère de la poussière. Ça, c'est une activité qui est quand même souvent retrouvée à l'interrogatoire, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait limiter, en particulier dans les espaces, enfin, ou alors le faire en extérieur avec un masque, mais surtout pas à la cave dans un endroit confiné et éventuellement humide. Éviter donc l'humidité, toutes les moisissures qui pourraient vous exposer donc aux champignons qui s'appellent Aspergillus fumigatus, qui sont associés en tout cas aux fibroses pulmonaires. Et puis donc aérer 30 minutes par jour, tous les jours, ça c'est très important. Et en cas donc de préférence après qu'il ait plu, et sinon en cas de pic de pollution, en dehors des rush hours, hein, comme je dis, et pas en plein après-midi en cas de pic de pollution, mais voilà, en fin de matinée. C'est ce qu'il y a de mieux. En ce qui concerne les études en cours, il y a maintenant des études que l'on mène sur les fibroses pulmonaires au sens large. Euh, donc, c'est toutes les fibroses pulmonaires
au-delà de la fibrose idiopathique, dont les origines peuvent être différentes. Et on sait qu'une partie de ces fibroses pulmonaires peuvent progresser et bénéficier des mêmes traitements que dans la fibrose pulmonaire idiopathique, à savoir des antifibrosants. Néanmoins, quand on a une fibrose pulmonaire, tout le monde ne va pas progresser et tout le monde ne va pas donc nécessiter ces traitements antifibrosants. Et on s'interroge pour savoir si la pollution favorise ce développement de la progression. C'est un travail qui a été soutenu par la Fondation du Souffle et qui fait l'objet d'une de mes étudiantes en master. Là, nous travaillons également sur un modèle de fibrose pulmonaire expérimentale avec donc des souris à qui on provoque la fibrose pulmonaire et qu'on expose à la pollution, mais cette fois on l'expose dans une chambre qui est donc plus grande qui est vraiment immense et qui est capable de reconstituer l'atmosphère de Paris, de Pékin, avec l'été, l'hiver. Et donc on n'expose pas à juste PM2,5, ozone. On recrée une atmosphère complexe. C'est la seule plateforme au monde capable de faire ça. Et donc, ça vraiment se rapproche le plus de la réalité, de la dimension de cocktail et de multi-exposition. Et puis, donc, vous nous reconnaîtrez, vous reconnaîtrez Jean-Michel qui nous a aidés sur cette étude qui utilise des objets connectés pour étudier les effets de la pollution intérieure aux particules fines sur la variation de la capacité vitale forcée mesurée par un spiromètre portable connecté. Et donc, on a fait participer l'association de patients et notre infirmière experte. On a fait toute une phase de test à l'utilisation de ces objets connectés. Et puis maintenant, on a fait participer plus d'une trentaine de patients à l'utilisation de ces capteurs. Et on se rend compte que grâce à ce premier travail de mise en place, on a une très bonne adhérence et donc beaucoup de données très intéressantes sur le souffle et sur la pollution à l'intérieur pour la première fois dans la fibrose pulmonaire idiopathique. On ne va pas présenter les résultats, mais on va présenter à quel point la collaboration avec l'association et une infirmière de recherche et l'équipe médicale a permis la faisabilité de l'utilisation d'objets connectés sur ce sujet. Et ça sera présenté au congrès cette année, si le conseil scientifique retient est intéressé par le sujet. Toujours dans notre équipe, on s'élargit un petit peu au-delà de la pollution, on regarde finalement les multi-expositions parce que dans la vraie vie, on n'est pas exposé que à la pollution, on est exposé également au tabac, on a été exposé dans le passé à certaines polluants en lien avec le travail. Tout ça est très lié aux facteurs socio-économiques. Tout ça est très lié aussi avec l'alimentation. Et donc, on a créé des liens forts avec des experts de chaque discipline, des historiens, des sociologues de Sciences Po, des pathologistes professionnels, des experts épidémiologistes de la pollution, des physiologistes et également des épidémiologistes qui connaissent très bien les données de la nutrition. Et on peut comme ça faire des études de multi-exposition dans la fibrose pulmonaire. Cette étude, elle va bientôt finir le recrutement. Et donc, dans notre unité, on fait des études de cohorte où nous vous remercions, beaucoup de patients participent à ce que les données soient renseignées avec beaucoup de questionnaires qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et donc, on étudie les facteurs extérieurs, les facteurs intrinsèques, le genre, le sommeil, la génétique, sur nos maladies fibrosantes. Et puis, on essaye de faire ces mêmes études au niveau expérimental. Et donc, on fait cette approche donc exposome, c'est-à-dire on tient compte de toutes les expositions. Après, on fait une analyse pour voir quelles sont finalement les expositions les plus associées, soit à la naissance de la maladie, soit à son évolution. Après, on refait des tests à l'échelle fondamentale avec les multiples expositions pour mieux comprendre comment ces multiples expositions fonctionnent au niveau cellulaire et dans l'espoir après de pouvoir avoir des actions de prévention chez les sujets à risque, les apparenter
de gens qui présentent une fibrose pulmonaire, les gens qui ont présenté un Covid-19 et qui gardent des séquelles, les sujets qui maintenant découvrent des lésions de fibrose débutantes grâce au dépistage du cancer du poumon qui va petit à petit se mettre en place. Beaucoup de scanners sont réalisés. Et donc, on observe des sujets qui sont à risque, mais qui n'ont pas aujourd'hui véritablement de fibrose. Et voilà la dynamique dans laquelle nos projets de recherche s'inscrivent. Donc, en conclusion, voilà, ce qui nous semble important, c'est connaître la qualité de l'air et cette information maintenant est de plus en plus accessible et elle peut se faire par l'aidant et le patient lui-même. La vaccination annuelle, très très important. Et faire voilà, un maximum de trajets sur des axes routiers peu fréquentés et puis limiter les activités physiques ou les décaler si vous savez qu'il y a un pic de pollution qui va durer plusieurs jours. Et puis, ne pas, en cas d'aggravation des symptômes, si les symptômes persistent, contacter le centre de référence. Et puis, à l'intérieur, on passe 90% de notre temps, donc limiter combustion, limiter l'empoussiérage, aérer quotidiennement, ou même la nuit, effectivement. Et puis encore, merci pour votre participation aux études qui permettent que la recherche continue. Merci beaucoup, Lucille, pour ces conseils pratiques très clairs. Je vais passer, avant de passer aux questions, donc la parole à Bruno. Bruno, pour nous expliquer vraiment un peu plus en détail ce qu'est le métier de CMEI. Et puis, ce qui nous intéresse tous en tant que patients, c'est est-ce qu'il faut faire appel à vous, quand, et puis comment faire appel à vous? Parce qu'on c'est vrai que on connaît pas trop. Oui, tout à fait. Alors, oui, c'était euh, très intéressant d'aborder le sujet sous cet angle-là. Moi, je vais vous parler de vraiment maintenant le travail concret qu'on réalise quand on arrive à domicile. Donc, l'idée, c'est euh, de pouvoir apporter des réponses à la fois aux patients et aux médecins. Quand on arrive au domicile, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Par contre, on a des pistes et on a surtout euh, une pathologie qui nous donne déjà une idée de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas pour le patient. Donc, on va commencer par poser des questions. On a une longue partie en fait de l'intervention qui consiste à remplir un questionnaire pour comprendre quel est l'historique des symptômes, les traitements en cours, les habitudes de vie du patient et les caractéristiques du bâtiment, du logement. Là, je vous ai mis un peu pour illustrer tout ce qu'on va regarder. L'idée, c'est une fois qu'on a fini ce questionnaire, de faire une visite de logement et de, de confirmer un petit peu les hypothèses, déjà par l'observation, par des mesures de qualité de l'air, éventuellement par des prélèvements et des analyses. On va bien sûr regarder tout ce qui est ventilation, avec les entrées d'air et les extractions par la VMC. C'est très, très souvent ce qui pose problème en fait dans les logements. Aujourd'hui, la ventilation, c'est pas un métier à part entière, donc c'est rarement bien fait. En tout cas, dans les logements où on intervient, et c'est pas un hasard, il y a très, très souvent des problèmes de conformité et des défauts d'installation, défauts d'entretien, etc. J'insiste sur les entrées d'air dans les chambres, par exemple, hein. C'est vraiment quelque chose qui devrait être basique et qui ne l'est pas. On a encore aujourd'hui beaucoup de chambres où il n'y a pas d'entrée d'air et donc il n'y a pas de renouvellement d'air. Donc pendant la nuit, très rapidement, on va avoir des niveaux de CO2 très importants, on va mal dormir à cause de ça et ça va avoir beaucoup de conséquences, sans compter que si on n'aère pas, comme ça a été dit, on a une accumulation des autres polluants de l'intérieur. Ensuite, on peut avoir des problèmes d'isolation. Je vous ai mis là une petite euh, illustration de moisissures qui se développent sur de la condensation quand on a un problème d'isolation sous le toit, par exemple.
Donc ça peut être parce qu'il y a euh, un morceau d'isolant qui s'est déplacé ou qu'il n'y a pas d'isolant et on a euh, on a l'air chaud, oui, l'air chaud qui arrive sur un mur ou un plafond qui est froid et ça va déposer de la condensation et ça va créer des conditions favorables au développement de moisissures. Et ça, c'est pareil, on le retrouve très souvent et ça va être vraiment problématique, notamment par rapport à des problèmes d'aspergillus. On regarde également donc le chauffage, on en a parlé, que ce soit chauffage au bois, chauffage au gaz. Il y a beaucoup de choses à voir. Je vous ai mis en haut les étiquettes A+, qu'on retrouve notamment sur les peintures par rapport aux composés organiques volatiles, les écolabels, écocert, pour essayer de retrouver des peintures ou des matériaux de bricolage ou de construction, de décoration qui sont euh, un peu plus sains, on va dire, moins émissifs, même si effectivement c'est quand même rarement parfait et il faut malgré tout se méfier, surtout si on est plus fragile. On a parlé aussi donc des parfums. Là, je vous ai mis une photo avec les désodorisants parce qu'on a une litière pour chat, donc forcément la litière ça sent pas très bon. Donc à côté, on met des désodorisants, sauf qu'on se retrouve à la fois exposé aux allergènes et à des substances irritantes et voilà, qui peuvent poser différents problèmes qui sont présents dans les désodorisants. Je vous ai mis un lit avec un sommier-à-latte parce que ça fait partie des choses qu'on regarde aussi. Euh, Parfois, les matelas sont posés directement sur des planches, par exemple, et donc bah, l'humidité s'accumule sous le matelas finit par moisir. Donc, on a développement de moisissure, développement d'acariens, et voilà, on vérifie aussi s'il y a des housses anti-acariens, par exemple, ce qui est une cause aussi très importante de problèmes bah, allergiques et respiratoires. Sur voilà, les canapés, les fauteuils, etc. On déconseille le textile qui va accumuler la poussière, bien sûr. Et là, pour finir, j'ai mis des photos d'étagères parce que c'était des étagères que le papa avait fait dans la chambre d'une petite fille. Il a fait des belles étagères pour sa fille, sauf que ouais, ça relarguait beaucoup de polluants chimiques, de composés organiques volatiles. Il y avait une odeur très très forte. Et comme il n'y avait pas de renouvellement d'air dans la chambre, en fait, ça a contribué à aggraver en fait la pathologie de cette petite fille. Donc là, je vous ai remis rapidement les principaux conseils qu'on donne, aérer au moins 10 minutes par jour et davantage quand vous bricolez. Moi, je conseille de faire au moins 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. C'est vrai que sur une base de 30 minutes sur la journée, c'est quand même pas mal. De ne pas entraver le fonctionnement des systèmes d'aération et entretenez-les régulièrement, je dirais d'aération et de ventilation, donc à la fois les fenêtres, les entrées d'air et les bouches de VMC, pas fumer à l'intérieur évidemment. Faites vérifier chaque année, avant le début de l'hiver, les appareils de combustion et les installations. Ça aussi, c'est quelque chose qui est rarement fait. Éviter les chauffages d'appoint combustible mobile, donc concrètement les poêles à pétrole, hein, un petit poêle à pétrole. On en retrouve parfois dans les chambres d'enfants. Ça fait aussi beaucoup de dégâts. Euh, Respecter les doses d'utilisation des produits d'entretien, d'hygiène, de bricolage, oui, évidemment. Mais le mieux, c'est surtout de prendre des bons produits et de ne pas mélanger n'importe quel produit. Bon, soyez encore plus vigilante si vous êtes enceinte ou si vous avez été. Évidemment, ça, c'est du bon sens. Euh, on regarde aussi donc par rapport aux allergènes, les animaux domestiques notamment. Voilà, tous les tapis, moquettes, etc., où on peut retrouver des accumulations en fait euh, de ces, euh, de ces allergènes. Et même si on n'est pas allergique, bah, si on prend l'exemple des acariens, en fait, en grande quantité, ça va quand même avoir tendance à irriter les bronches et favoriser les problèmes respiratoires.
Voilà, autre que l'allergie, on va dire. Donc nous, quand on intervient ensuite, on a toute une panoplie de matériel pour faire les mesures et les prélèvements. Donc, moi, à Bordeaux, en Aquitaine, on a beaucoup de problèmes d'humidité et de moisissure, donc on est très habitué à travailler sur les moisissures. Ça représente une grosse partie des interventions qu'on réalise. Et après, on a donc des équipements pour vérifier les polluants chimiques et éventuellement les allergènes d'acariens aussi avec l'Acaritest qu'on peut citer puisque c'est la seule marque qui existe qui fait ça. Euh, et pour illustrer concrètement comment on intervient, par exemple au domicile de l'enfant asthmatique, ce qui est notre cas le plus classique, euh, même si plus le temps passe et plus on a une gamme, on va dire, de pathologies de plus en plus large. Donc, tout commence par la prescription du médecin lors de la consultation. Le médecin suspecte une exposition domestique à des polluants ou à des allergènes, donc il va prescrire l'intervention d'un CMEI. Nous, on prend rendez-vous avec le patient, on réalise la visite comme je viens de vous l'expliquer, et ensuite on envoie le compte-rendu au patient et au médecin et le rapport d'analyse éventuellement, notamment quand il y a des prélèvements d'air ou des analyses chimiques euh, au médecin, ce qui lui permet, lui, de mieux comprendre en fait ce qui se passe chez le patient et d'adapter la prise en charge et le traitement. Euh, Éventuellement, pour un enfant asthmatique, on peut essayer d'aller voir dans l'école avec le médecin scolaire, mais ça se fait quand même de moins en moins. On transmet ces éléments-là éventuellement aux ARS pour des suites éventuelles, donc par rapport à des litiges entre locataires et bailleurs, hein, si le logement n'est pas conforme, des problèmes d'insalubrité, etc. Euh, ce- Ça, je vais y revenir rapidement. Et on fait un suivi de l'évolution des symptômes, donc au bout de 6 mois ou un an après, pour vérifier que le patient a bien compris finalement ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a recommandé par rapport à ce qu'on a observé sur place. Pour revenir rapidement sur l'insalubrité, voilà le genre de situation dans laquelle on peut se retrouver parfois, que le médecin ne suspecte pas du tout en consultation. Et finalement, quand nous on intervient, on voit ce genre de choses. Et forcément, ça explique aussi pas mal la dégradation de l'état de santé du patient. Aujourd'hui, il y a les plans départementaux de lutte contre l'habitat indigne qui se structurent de mieux en mieux au niveau départemental avec les ARS et les services préfectoraux et qui permettent de trouver des solutions dans ce genre de cas. Et pour terminer, un exemple de fonctionnement intéressant voilà, que j'expérimente, on va dire, depuis quelques années avec l'éducation thérapeutique. Donc, on commence encore une fois avec un diagnostic médical suivi par des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, ça peut être sur l'asthme ou autre, hein. Moi, je travaille en ce moment, par exemple, sur l'apnée du sommeil. À ce moment-là, en fait, il peut y avoir un point qui est fait justement pour savoir si une visite du CMEI est nécessaire ou pas, et auquel cas on peut intervenir. Et ensuite, il y a le suivi ETP qui reprend et qui va reprendre en fait les recommandations qu'on a données suite à notre visite. Donc, ça permet vraiment une prise en charge beaucoup plus globale du patient et qui généralement fonctionne très bien et permet d'avoir de très bons résultats. Parce que forcément, à partir du moment où on réduit les facteurs d'exposition, les sources d'exposition euh, au domicile, le patient va aller mieux et surtout si on lui explique en atelier ce qu'il doit faire. Voilà pour ma partie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bruno. On va pouvoir passer aux aux questions-réponses. Avant de commencer, peut-être, je voulais demander au docteur CC si c'était quelque chose qu'elle avait l'habitude peut-être de prescrire, parce que je comprends que c'est sur prescription, la visite du CMEI.
pour des patients fibrose pulmonaire? Et est-ce que c'est quelque chose auquel on devrait penser, nous, en tant que patient pulmonaire, si on a des doutes par rapport à son habitat ou à son environnement, par exemple? Donc, je pense que en réalité, on aimerait le prescrire à tous nos patients qui ont une fibrose pulmonaire. Je pense que vraiment, c'est un interrogatoire qui est très difficile. D'abord, on rentre dans l'intime. C'est pas toujours. Les patients ont parfois pas conscience des problèmes d'exposition dans leur propre logement, sauf si vraiment il y a un mur de moisissure, mais il y a quand même plein d'expositions cachées dans le logement. Et je pense il y a vraiment en plus des chevauchements entre fibrose pulmonaire idiopathique, pneumopathie, ce qu'on appelle d'hypersensibilité, en lien avec des expositions au domicile. Donc sur même la cause de la fibrose, on aimerait vraiment que tous les patients puissent en bénéficier. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a vraiment une limitation d'accès. Et ensuite, après, quelle que soit l'origine de la fibrose, on comprend bien qu'avoir un logement sain, c'est vraiment crucial. Voilà. Et donc, je pense que, euh, comme c'est pas possible d'avoir on va dire une visite préventive pour tout le monde, un état des lieux, même si on aimerait que ce soit le cas, je pense qu'il faut rester ambitieux et continuer à à se dire, bah, dans l'idéal, alors, on voudrait que ça fasse partie de la prise en charge holistique de nos patients, qu'ils puissent bénéficier d'une visite à domicile au tout début de leur prise en charge. Et ben, pour pallier ce manque aujourd'hui, peut-être faire un document collagé. On travaille avec Valérie Bex de la ville de Paris, qui permettrait en fait au patient lui-même de faire déjà un état des lieux et de voir quelques mesures, de faire des photos aussi. Et donc finalement, à défaut de la visite, de bénéficier d'une visite à minima. Donc, et après, quand c'est mentionné par le patient qui a des moisissures à domicile, à ce moment-là, on fait quand même une visite, on demande la CMEI. Et quand on a par contre une fibrose qui semble très en lien avec les expositions au scanner, et qu'on n'a vraiment pas d'exposition dans le passé, on retrouve pas d'exposition aux oiseaux, mais on voit bien que cette fibrose, elle est liée à un agent inhalé, et ben là, on peut demander cette enquête pour aller voir de plus près. Et c'est pas rare que l'agent de CMEI identifie une exposition aux moisissures, mais qui était même pas visible sur les murs, qui des fois est derrière le papier peint. Enfin, voilà. Donc on a nos réponses parfois. Quant à l'interrogatoire, il y a rien. Mais donc il y a vraiment deux dimensions. Quand on cherche la cause, et puis je pense qu'après, il y aurait vraiment un bénéfice à avoir une visite quand même, parce que je pense que les logements, c'est en fait beaucoup plus répandu qu'on ce qu'on pense, et parmi nos patients qui ont des maladies respiratoires, d'avoir des logements mal aérés, mal ventilés, et dans lesquels on retrouve des moisissures. Si, j'avais une question encore avant de donner la parole d'une de nos adhérentes qui ne peut pas se connecter, mais qui m'a demandé de poser la question. Elle vit en agglomération parisienne et donc elle vit au huitième étage et elle se pose des questions en fait. Est-ce que c'est plus dangereux de vivre au huitième étage qu'au rez-de-chaussée parce elle a l'impression qu'il y a plus de poussière en fait au Alors c'est huitième. plutôt l'inverse en réalité, vous pouvez la Voilà. rassurer. Non, non, au contraire, il y a un phénomène de dilution en hauteur. Donc en réalité, les plus exposés sont ceux au rez-de-chaussée et surtout dans les allées très étroites. Voilà, donc il y a effectivement, et d'ailleurs, voilà, plus on est bas, plus on se rapproche du pot d'échappement. Ouais, ouais. Voilà, la poussette, elle est bien, les enfants en poussette sont bien exposés aussi. Donc il y a vraiment un phénomène ouais, de couche, et donc c'est plutôt l'inverse. Voilà, mais encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de frontière à tout ça, hein, donc on- On va pouvoir la rassurer. Alors, puis, j'avais une question d'Yveline, elle va peut-être la poser elle-même si elle le souhaite. Sinon, je vais la poser. C'est un sujet qui n'a pas été abordé et qui peut concerner plusieurs personnes. C'est l'utilisation des jacuzzis et en termes de produits d'entretien. Yveline, je pose la question ou vous voulez la poser vous-même? Allez-y, réactivez votre micro, Yveline.
Alors, mes enfants donc, m'avaient installé un jacuzzi en me disant tu vas te détendre, maman. Bon, c'est vrai que c'était pas désagréable au niveau détente. Et je n'ai percuté le lien que plusieurs jours après l'avoir utilisé plusieurs fois. C'est que les nuits qui suivaient l'utilisation du jacuzzi, j'avais des grosses baisses de saturation au niveau Ah oui, thyroïde. d'accord, Est-ce que ça peut avoir un lien? d'accord. Alors, on sait qu'il y a des fibroses, hein, enfin on appelle ça des pneumopathies d'hypersensibilité, qui sont liées aux bactéries qui se développent dans les jacuzzis. Ça s'appelle le poumon du jacuzzi. C'est très connu. Ah non, mais là, il était bien traité avec les bromes, avec les... Voilà. tout. Oui, donc c'est effectivement, ça c'est vraiment le poumon du jacuzzi, c'est les jacuzzis contaminés avec les Non, bactéries. c'est pas Et, le ça cas. et ça se présente plutôt, c'est plutôt des formes qui sont pas fibrosantes, qui sont aiguës. Mhm. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas encore bien, mais il se pourrait que simplement l'humidité, la vapeur d'eau, la saturation de vapeur d'eau ait quand même des effets respiratoires. Mais à ce stade, je sais qu'il y a des effets sur quand il y a des changements de température, quand la composition de l'air, par exemple, les patients asthmatiques dans les zones très humides, ils sont très gênés. Ou peuvent avoir plus de symptômes, plus de bronchospasme, mais certains patients avec la fibrose le disent aussi. Donc la teneur, l'humidité d'une pièce, sans qu'il y ait forcément de moisissure, hein, j'entends simplement la quantité d'eau, euh, pourrait effectivement provoquer, enfin, pourrait être moins bien supportée comme ça. Mais Moi, je pensais il n'y aux a pas traitements, aux d'explication. produits de traitement. Est-ce que les produits que l'on met, Ouais. le chrome, enfin, tout ça, est-ce que ça peut être Alors après, toute forme c'est des produits javélisants, j'imagine, c'est ça? le brome, moi, c'est du peroxymonosulfate, Hmm. ça ne dit pas grand-chose, hein. C'est de Est-ce que- l'hydrogénosulfate de sodium, ça ne dit pas grand-chose non plus. Ouais. Donc voilà, est-ce que ces produits peuvent avoir enfin, Ouais. un Être effet sur la irritant. fibre? Ouais. Moi, comme ça, je connais pas ce produit-là en tant que tel, mais j'imagine que c'est peut-être Monsieur Tudal peut dire un mot, c'est des produits d'entretien qui peuvent être irritants comme tous les autres, je pense. Ça me surprend pas que ça puisse vous gêner. Je sais pas si vous le connaissez, Bruno, ce produit. Non, je connais pas ces produits-là en particulier. Par contre, moi, j'ai déjà eu deux cas de patients où on est certain que le problème venait du jacuzzi. C'est des problèmes assez compliqués pour nous à mettre en évidence parce il faut faire les prélèvements au bon moment, il faut faire les bonnes analyses, etc. C'est vraiment pas simple. Par contre, ça fait partie de notre boulot de justement analyser les fiches des produits, analyser la composition. Moi, ça m'est arrivé de travailler par exemple avec le centre antipoison pour évaluer les risques sur la santé. Et d'ailleurs, j'avais fait une intervention pour le réseau parisien de périnatalité, je ne sais plus le nom exact. Il y avait également le centre antipoison qui confirmait qu'eux étaient disponibles pour étudier la composition de ce genre de produit et évaluer les risques sur la santé. Ça, typiquement, nous, on peut travailler en collaboration avec eux. On vient constater, prendre les références des produits et se renseigner avec eux pour essayer de voir si ça a un lien. Euh, Moi, sur les cas sur lesquels je suis intervenu, il y en a un où concrètement, c'était certainement l'eau qui avait créé une pneumopathie d'hypersensibilité. Sur le deuxième cas, j'ai plutôt effectivement le produit de désinfection qui était incriminé, mais voilà, c'est jamais aussi clair que ça, quoi pour nous. Puisqu'on n'est pas là au moment où le traitement est fait, au moment où le patient se sert de son jacuzzi. C'est un peu la difficulté dans ce cas-là. Mais avec la documentation, avec les fiches, on peut en tout cas essayer de creuser la piste. Et merci, merci. Il y avait une question aussi de Monsieur Didier sur alors c'est, quand on parle il va peut-être la poser lui-même s'il veut.
réactiver son micro. On vous entend pas, monsieur. Et là, vous m'entendez? Ouais, Oui, on vous entend. Oui, merci. bonjour. Oui, j'avais en fait une question que j'ai un petit peu modifiée en fonction de ce que j'ai entendu. C'est par exemple l'efficacité des masques lorsqu'il y a des pollutions venant des pollens. Est-ce que le masque est quelque chose d'intéressant? Bah, c'est pareil, c'est des choses qui n'ont pas été clairement encore montrées, mais on a l'impression, les patients, moi j'ai une activité de patient allergique aussi que je suis, et ils le disent assez bien avec la période de la pandémie, où ils portaient systématiquement le masque pendant une longue période, leurs symptômes de rhinite allergique étaient quand même bien moindres. Donc voilà, après de dire maintenant en période pollinique, mettez un masque tous les jours, c'est peut-être un peu contraignant, mais voilà, en fait, je pense que toute forme de particules, hein, qu'elle soit virale, pollution de l'air ou pollinique, le masque réduit probablement une partie. Est-ce que c'est suffisant par rapport à l'effet de santé qu'on en attend? C'est pas très grave, mais c'est probablement pas délétère et ça peut quand même rendre service à mon sens. Donc, Tout à fait. voilà. Après, il faut pas que ce soit euh, porter le masque tout le temps en continu. Enfin, c'est vraiment à chacun de choisir. Mais c'est certain que ça protège, ça diminue les particules inhalées. Tout à fait. Si je peux me permettre pour compléter, moi j'ai beaucoup travaillé avec le Réseau national de surveillance aérobiologique, donc qui est l'organisme, l'association en charge de la surveillance des pollens en France, et qui ont effectivement beaucoup constaté ça aussi pendant la pandémie, une baisse de signalement de ces symptômes. En fait, ils travaillent avec un réseau d'allergologues sur la prévision du risque allergique en fonction des consultations, etc., et des mesures de pollen. Et en fait, il y a eu vraiment cette efficacité qui a été mise en évidence, même si là aussi, c'est pas une approche complètement scientifique, hein, mais par contre, c'est vrai que les gens les asthmatiques allergiques se sont sentis mieux. Enfin oui, par rapport à la rhinite allergique surtout. Et puis, en fait, ils ont des chiffres. Vous pouvez contacter le RNSA. Ils ont des chiffres là-dessus. Oui, Je j'avais Maïs une question. Calco, André, Oui, allez-y. bonjour. Bonsoir plutôt. Une question sur le chauffage au bois. On se préoccupe beaucoup de l'impact à l'intérieur du domicile, ça je le comprends. Même si les poêles seraient plus efficaces que la cheminée, ok, d'accord. Mais qu'en est-il de la pollution extérieure? Moi, je suis dans une résidence pavillonnaire, il y en a pas mal en France, et l'hiver, bon, en réalité, je suis enveloppé de fumée, c'est-à-dire que dès que j'ouvre ma fenêtre, je veux dire, bon, c'est des nuages de fumée. Alors, ça dépend du vent. Si j'ai la malchance d'avoir le vent qui est en ma défaveur, eh ben voilà, donc je me retrouve, je veux dire, bon, à mon sens, je veux dire, en totale pollution. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que les gouvernements, ben, finalement, favorisent un peu Mais c'est ça. l'achat de poêles, je veux dire, Ouais, bon, en entièrement dénonçant d'accord l'impôt, avec vous. etc. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, Monsieur l'a dit tout à l'heure que en hiver, c'est la principale source de pollution en particules fines, hein, la combustion domestique. Donc non, non, c'est un vrai problème. Surtout, effectivement, comme le gaz et l'électrique coûtent cher, on a vu un revirement très important vers ce mode de chauffage en chauffage principal, avec au départ des granulés qui étaient du recyclage et puis maintenant qui sont fabriqués. Enfin voilà, donc il y a toute une logique qui a changé de ça. Alors que effectivement, ça a un côté agréable, voilà, mais en réalité, c'est quand même très émissif à l'extérieur. Et Oui, puis en foyer ouvert, très émissif à l'intérieur. Donc non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une mesure, voilà, ça, ce sont des mesures à prendre par les instances, mais qui effectivement, ou alors peut-être devrait être régulé à une certaine fréquence, je sais pas. Mais ça, après, ça a des dimensions sociales hein, très très fortes, avec notamment, j'avais été sollicitée pour les ZFE, donc les zones à faible émission, où dans les villes, on interdit l'accès à certains véhicules.
Donc voilà, nous les soignants, on se prononce pas sur le fait qu'une mesure soit efficace ou pas, parce qu'en fait, ça a des vraies conséquences aussi socialement après pour certaines personnes qui peuvent pas se permettre de faire des changements drastiques dans leur mode de déplacement ou autre. Mais tout ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'il faut améliorer la qualité de l'air. Voilà, c'est ça notre position. Les choix politiques qui sont faits, et après le fait qu'on soutienne les gens socialement derrière pour que la transition puisse se faire, ça, tout ça, c'est de l'ordre des politiques et voilà. Et c'est nécessaire que les choses soient bien faites et accompagnées socialement, en fait, parce que ça aggrave les discriminations aussi, malheureusement, certaines mesures. Merci. Oui. Merci. Marie-Thérèse, une question? Oui, s'il vous plaît. À propos de la pollution, est-ce qu'il faut donc faire une différence entre les rues où il y a beaucoup de voitures ou est-ce que c'est la ville entière qui est polluée? Parce que les gens, finalement, ne se posent pas de questions. Les Français râlent pas sur la pollution atmosphérique et ils vont au restaurant et au bar, là où les voitures circulent. Ouais. Non, vous avez raison. Donc, une ville est polluée globalement, mais en réalité, il y a vraiment des différences d'une rue à une autre, hein. C'est très frappant. Moi, je portais un capteur de pollution portable. C'est vraiment très différent de quand je suis au neuvième étage, quand je suis sur un carrefour, quand je suis dans une rue piétonne. Enfin, et puis, en fait, plus les rues sont étroites, plus vraiment l'air ne circule pas. Il y a vraiment une dynamique aussi avec le vent. Et donc, même si on vit dans une ville très polluée, on a quelques espaces. Il faut être attentif à comment peut-être, en tout cas, ne pas aller effectivement sur les terrasses des gros carrefours. Voilà, surtout quand on a une maladie chronique, dans la mesure du possible. Mais ça, les gens ne le savent pas encore. Mais maintenant, ces études avec les capteurs de pollution le montrent très bien. Il y a vraiment, c'est très hétérogène dans une ville, quoi. On a vraiment des niveaux qui sont très différents, qui changent dans la journée. Mais ce qu'on sait, c'est les rues étroites avec des grands immeubles. Là, ça stagne et on a beaucoup de pollution, quoi. Donc, c'est là où il faut un petit peu. Et c'est ce qu'on voit et on comprend pour. En fait, les plus pauvres qui vivent à côté du périphérique, par exemple, je prends l'exemple de Paris, mais voilà, il y a aussi les logements les plus pauvres. Enfin, les gens les plus pauvres vivent à proximité des gros axes routiers et ces logements-là sont souvent délabrés, eux-mêmes mal aérés. Et donc, en fait, il y a une espèce aussi de double peine. C'est ce qu'on appelle ça l'injustice environnementale. C'est une nouvelle dimension qui tient compte voilà, de cette dimension aussi politique et sociale de l'inégalité dans les expositions et dans la qualité de l'air. Merci. Ça me fait une belle transition, Lucille. Merci avec une question que voulait poser Françoise, mais elle n'a pas récupéré complètement sa voix encore. Donc je vais la poser à sa place. Et puis, c'est peut-être aussi une question pour Bruno. C'est est-ce qu'il y a des aides, justement, pour améliorer, en fait, quand on a un logement qui est pas bien, qui présente des risques pour notre santé, après une visite de CMEI, par exemple? Est-ce qu'il y a des aides possibles pour faire des adaptations, des améliorations à son logement? Non, aujourd'hui, il y aura plus d'aide, si ce n'est les aides de rénovation énergétique, on va dire. Voilà, pour l'isolation, pour changer de fenêtre, etc. Mais ça s'arrête là. C'est toute la difficulté. Et pour revenir sur les questions d'avant, je voudrais insister sur un point aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été évoqué, mais euh, qui est très important, parce que le grand public ne s'en rend pas forcément compte. Aujourd'hui, on a des données disponibles justement sur l'exposition au pollen, l'exposition à la pollution, même si ce n'est pas forcément exact dans la rue où vous vous trouvez, mais c'est important de s'informer en fait. Il y a des applications smartphone, il y a des Mm. sites internet, il y a beaucoup de choses. Moi, je m'intéresse à ça depuis déjà pas mal de temps maintenant, depuis 8 ans. Et en fait, la meilleure chose pour réduire son exposition, c'est déjà de commencer par s'informer. Et quand on sait où est-ce qu'on est exposé et quand, ben, finalement, on peut mettre en place des actions pour être moins exposé. C'est vrai pour les pollens, c'est vrai pour la pollution atmosphérique et c'est vrai aussi dans le logement.
question avant de vous libérer. Le temps est passé super vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Yves, tu voulais poser une question? Le son. Vas-y, Oui, c'est bon. vas-y, c'est bon. Bonjour, merci d'abord aux intervenants qui m'ont rajeuni de 45 ans, puisque je souhaitais alors qu'il y ait un début d'études de classification d'épidémiologie dans le domaine de la pollution de l'air. Il se trouve, et Jean-Michel va redouter mon intervention, que j'ai créé une société de biotechnologie qui a développé des procédés de traitement physico-chimique et biologique de l'air. Si je demandais à un médecin le nom d'un seul scientifique qui travaille dans ce domaine, il serait bien en peine, puisqu'il n'y en a plus en France. Vous avez devant vous le dernier spécimen qui, avant d'émigrer, a trouvé quand même le moyen de créer pas mal de procédés, et en particulier des très gros procédés de traitement biologique de l'air, des plus gros biophiles du monde pour le traitement de l'air industriel. Ma société ne pouvait pas travailler le domaine de l'air du particulier, car en fait, les relations étaient très délétères, et c'est pour être gentil que je dis ça, entre le monde de la santé et le monde de l'environnement. Les deux ministères, à cette époque-là, étaient pour le moins, disons, en compétition, à tel point que je n'obtenais aucune donnée épidémiologique. De sorte qu'on travaillait en fonction de ce qu'on estimait être des priorités. On a classifié tout un tas de COV, pas parler des BTEX, j'ai dit butylène, toluène et xylène, pardon, de rentrer dans, enfin, je ne vais pas rentrer dans des Dans le détails. technique, Yves. Voilà, mais nous avons classifié tout ça. Nous avions une banque de données de plus de 400 bactéries et levures capables de traiter. Personnellement, j'étais plus impliqué dans le domaine de la bioadsorption ou biofixation des bactéries, levures et quelques virus sur des surfaces organiques et minérales. Aujourd'hui, il n'y a plus de société de ce type en France. Heureusement, j'aide ce soir peut-être quelqu'un qui est un jeune étudiant français, il est à New York. Et là, on a le droit de pouvoir développer des procédés. J'en ai même un qui est un petit pilote dans un appartement à New York, c'est formidable. Donc, je voudrais juste dire que au lieu de déplorer, je souhaite être maintenant positif. Il y a pas mal de poubelles à faire si vous voulez des données scientifiques. Certaines de mes données sont en train de moisir sur du papier. Avant de vous expliquer comment on fixe certains aspergillus sur le vieux papier, peut-être qu'on pourrait aller regarder, et je ne suis pas le seul à avoir édité dans la question, il y a des centaines. On peut faire aussi des synthèses, vous apportez. N'hésitez pas à prendre des petits vieux pour faire de l'analyse des données. Ça peut quelquefois être, non pas forcément un grand guide, mais au moins un premier repère. Là, on a plein d'études en cours. Je ne constate aucune synthèse dans le domaine du traitement pour l'environnement privatif. Je connais uniquement le monde industriel. Alors vous allez me dire, traiter la rue, personne ne sait faire. Mais il y a des particularismes que l'on peut étudier. Je pense aux jacuzzi, on m'a ennuyé beaucoup avec les jacuzzi. Et finalement, les choses étaient relativement simples. Il suffisait d'être en relation avec les constructeurs de jacuzzi, ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs. On n'a pas pu entrer en relation. On est resté bloqué, fermé. Et pourtant, il y avait des données à récupérer. Donc, je voudrais simplement vous inviter, et nous sommes très ouverts pour cela, si vous souhaitez, et moi je veux bien faire le rôle de la concierge au niveau du monde entier, on connaît des gens qui travaillent, on n'a plus que ça à foutre, c'est de regarder les autres travailler, parfois on peut en tirer quelque chose de bénéfice. Enfin, vraiment, je me permets de vous dire, ça sera avec le plus grand plaisir si on peut entamer un tout début de collaboration. Merci beaucoup, Yves. Je pense que le message est entendu Pardon de mettre au terme, mais... par Lucille et Bruno, je pense. Non, Effectivement. merci beaucoup. Merci de ce témoignage et de cette proposition. Ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Il y a une petite question pour finir avant que je vous libère? Non? Jean-Jacques, tu avais une question. Vas-y. Oui, bonjour. Merci pour la qualité de vos interventions. Je voulais simplement savoir si vous conseillez ou pas l'usage des petits dispositifs qui existent pour mesurer la qualité de l'air à l'intérieur.
Donc, c'était pour le dioxyde de carbone, mais ça peut être utilisé aussi pour les PM et autres agents polluants dans les appartements. Vous n'en avez pas du tout parlé. Oui, alors moi je peux très bien en parler parce que j'en utilise beaucoup et de plus en plus. Et en fait, c'est utile si vraiment il y a une raison. C'est-à-dire que moi je ne conseille pas forcément à tout le monde d'acheter un capteur. Moi j'ai vu des patients qui achetaient des capteurs sur Amazon et qui, une fois qu'ils l'avaient, en fait, ils s'en servaient plus pour s'amuser qu'autre chose parce qu'ils étaient incapables de lire les données et de savoir à quoi ça correspondait. Et c'est pas du tout le but. Il vaut mieux, il vaut mieux garder son argent pour faire des choses utiles. Par contre, par exemple, ce qui est très utile et intéressant, c'est simplement un capteur pour mesurer la température et l'humidité. C'est des choses toutes bêtes, toutes simples. Ça coûte 10 euros en magasin de bricolage. Et vous pouvez déjà vérifier si dans votre chambre, par exemple, les conditions sont favorables ou pas au développement de moisissures. Si vous avez une température élevée, une humidité élevée, vous êtes sûr que vous allez avoir des moisissures qui seront visibles ou pas, mais déjà, ça vous apportera des réponses et ça permet de le suivre toute l'année. Le CO2, c'est très intéressant et ça a été confirmé avec tout ce qui a été fait pendant le Covid, mais on le savait déjà avant. Nous, ça fait partie des choses qu'on mesure systématiquement chez les patients voilà, depuis que le métier de CMEI existe depuis 20 ans. On mesure le CO2 dans les logements parce que c'est un indicateur du renouvellement d'air. Si le CO2 est élevé en présence des occupants, c'est qu'il n'y a pas assez de renouvellement d'air. Donc aujourd'hui, c'est déployé beaucoup dans les écoles, par exemple, mais en fait, il y a un impact sur la santé quand c'est notamment dans la chambre. Sur le lieu de travail, c'est encore autre chose. Mais voilà, il faut qu'il y ait une raison particulière. S'il y a un système de ventilation et on suspecte qu'il n'est pas assez efficace, etc., on fait une mesure de CO2 et on a notre réponse. Jean-Michel? Jean-Michel, Oui, oui, Dominique. je peux intervenir? Oui, oui, vas-y. Et Vite, papa, rapidement, ouais. merci beaucoup en tous les cas au docteur Cézé et à monsieur Tudal. C'était très intéressant. Je reste simplement un peu dubitatif sur les possibilités concrètes et réelles pour faire un peu changer les choses. Alors nous, en tant que patients, évidemment, on peut, d'un point de vue de la prévention des risques, être attentif à la pollution de l'air, éviter les rues étroites, sortir, enfin tous les conseils qui ont été donnés. Je pense que déjà, on est très attentif à ça et on essaie de bien respecter les consignes, si je puis dire. En revanche, sur la partie de l'information en tant que telle, On perd un peu, Dominique, la qualité de la ligne n'est pas très bonne. On t'a perdu, tu t'es figé. Dominique, il n'y a pas que moi, hein, Oui, oui, oui. On le voit. Il est figé pour tout le monde. Oui. Euh, Je peux peut-être quand même rebondir ouais. sur effectivement le sentiment d'impuissance quand même euh, face à cette problématique de qualité de l'air. Moi, le seul témoignage peut-être un peu positif que je peux donner, donc il y a 10 ans, non, en 2013, j'ai fait le premier travail sur pollution dans la fibrose pulmonaire idiopathique et à l'époque, on m'avait fait comprendre que c'était pas très intéressant dans une maladie rare et que le tabac, c'était avant tout le vrai problème. Et à l'époque, il y avait encore un professeur, Michel Aubier, qui avait des grands conflits d'intérêts avec Total. Voilà, la société de pneumologie était différente. Donc, on est en 2023, en 10 ans, la société a complètement changé. Maintenant, il y a beaucoup plus d'appels d'offres qui tiennent compte de montrez-nous, vous les scientifiques, médecins ou scientifiques purs, les liens entre environnement et santé. Donc voilà, il y a de l'argent dans la recherche et les gens, il y a 10 ans, me regardaient un petit peu, et je pense que c'est un peu ce que vous avez subi aussi, monsieur. Je pense qu'il y avait même avant des lobbies contre ce type de recherche. Et
Moi, c'était peut-être plus le cas, mais on me disait que c'était probablement pas très intéressant. Et là, la tendance a complètement changé avec la conscience écologique aussi des jeunes. Donc, s'il y a un message positif quand même, on est très en retard, mais on va dans la bonne direction. Voilà. Merci beaucoup, Lucille, et merci de continuer d'être aussi motivé sur le sujet. Vous avez montré, je sais, qu'une toute petite partie de tous les travaux que vous menez sur le sujet. Donc, merci. Et puis, merci beaucoup aussi à Bruno pour pour tous les deux, hein, mais aussi sur la qualité de vos propos. Puis Bruno pour avoir apporté sa vision d'expert de la qualité intérieure qui est vrai, on a un petit peu moins l'habitude d'entendre. Donc, c'était vraiment un grand plaisir et merci à tous les deux puis de nous avoir dédié tout ce temps. Voilà, on a dépassé le temps prévu, donc merci. Désolé pour peut-être les petits désagréments qu'on a pu vous causer avec le débordement. Merci à tous les. Il y a quelqu'un qui grésille. Hop. Merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, donc on mettra le replay sur le site très rapidement. Comme ça, il y a pas mal de gens hein, qui nous ont dit que malheureusement, ils ne pouvaient pas participer ce soir. Et donc, on était quand même 30 personnes, ce qui est super. Et puis, rendez-vous à tous pour, j'espère, une autre conférence avant la fin de l'année, encore avec des experts sur un autre sujet qui est encore surprise. Je ne peux pas vous dire, je peux pas vous dire encore, mais bonne soirée à tous. Et puis, j'espère Merci à beaucoup. très bientôt. Et merci encore, Lucille et Bruno. Merci à vous. de votre Merci beaucoup. et de- Très intéressant. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.